Alors, je serai la modératrice, aujourd'hui et il y aura ensuite notre président. On va discuter, des faits saillants et aussi de la mise à jour financière et ça va durer environ 1 heure. Alors, vous pouvez m'envoyer vos questions. Il y a des centaines de participants et les boutons seront mis en sourdine. Je suis maintenant heureuse de présenter notre président du conseil d'administration, Mel Norton. Alors, il a été le maire de Saint-Jean de 2012 à 2016 et il était conseiller municipal plus tôt. Il continue à être consacré à sa municipalité. Il a beaucoup d'expertise et il a siégé au conseil d'administration de la compagnie de théâtre de Saint-Jean et il passe son temps avec, des, séminaires, y compris, et aussi, Mel Norton, vous avez la parole. Merci, beaucoup. Alors, merci beaucoup à nos intervenants. Alors, voici une présentation très spéciale et c'est bien de voir tellement de Néo-Brunswickois qui ont été inscrits à cet événement. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos membres du conseil d'administration pour vous joindre à nous aujourd'hui. Votre conseil est ultimement responsable de l'intendance de travail sécuritaire Nouveau-Brunswick dans l'ensemble. Nous avons interprété des lois et nous créons des politiques qui vous servent, vous, les intervenants. Il s'agit d'une grande responsabilité et nous la prenons au sérieux. Les décisions du conseil d'administration sont toujours prises en tenant compte des intérêts de nos intervenants. En 2019, il y avait plus de 2000 employeurs qui représentaient plus de 26 000 lieux de travail et ces lieux de travail ont employé des milliers de Néo-Brunswickois. Et la première vérification de la vérificatrice générale a été publiée en 2018 et c'est centré sur le modèle de gouvernance de du travail sécuritaire. Nous avons accepté toutes ces recommandations et pour ce qui est, de notre conseil, il y a des postes vacants à l'horizon. Si vous connaissez quelqu'un qui, pourrait s'y intéresser, eh bien, dites-le nous. Nous en sommes maintenant à la 3e année de notre plan stratégique et ça englobe bien des recommandations de la vérificatrice générale et du groupe de travail. Bien que c'est ambitieux, je suis heureux de signaler que nous avons déjà des résultats mesurables. Établir une culture de sécurité avant tout. En 2019, le Nouveau-Brunswick, avait son plus faible et ça a assuré un rétablissement efficace. Il y a de plus en plus de travailleurs qui vont rentrer au travail plus tôt grâce à des interventions plus tôt. Protéger les durabilités du régime. Nous sommes heureux de signaler que notre position de financement s'est considérablement améliorée en 2019. En plus, des lois ont été adoptées et ça comprenait les réductions pour les travailleurs blessés et on a aussi pu, modifier la loi sur l'indemnisation et on a mis l'accent sur le retour au travail. Et maintenant, je vais laisser le président du travail sécuritaire de Nouveau-Brunswick, Doug Jones, vous parler davantage des défis et des occasions. Doug a été nommé à un mandat de 5 ans en tant que président et PDG de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick et il est aussi un membre certifié de l'Institut des directeurs et il a la
capacité de travailler en collaboration. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui et je sais que vous serez heureux de nos résultats opérationnels et nos perspectives d'avenir et j'ai bien hâte d'entendre vos questions. Doug, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mel. On va maintenant prendre une petite pause pour s'ajuster ici. Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier Mel de sa présentation et je vais prendre 50 minutes pour passer par l'ordre du jour. Nous allons vous donner une mise à jour sur la COVID-19 parce que cela semble être un sujet brûlant aujourd'hui. On va ensuite vous donner une présentation sur la sécurité et vous partager le bilan de l'année 2019, sommaire financier et mise à jour, orientation sur les taux de cotisation de 2021, regard vers l'avenir. Et ensuite, il y aura les questions et les réponses. Alors, pour le COVID-19, et aussi, on a dû interrompre, alors, travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, alors non seulement nous avons dû, travailler avec, les entreprises et ainsi de suite, mais on a dû, former, des alliances avec la sécurité publique, et d'autres et vous avez, sûrement entendu dire dans les médias et des commentaires d'autres, comment le gouvernement a dû, changer la manière de faire des affaires et le travail sécuritaire Nouveau-Brunswick a dû changer sa manière d'exercer nos activités aussi. On l'a vu au gouvernement dans l'ensemble. Alors, ça nous a, vraiment rendus, plus forts. Alors, c'était on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, s'adapter? Quelles mesures de contrôle devaient être mises en place? Et notre équipe de prévention et de communication s'est rassemblée et on a travaillé avec la santé publique et la sécurité publique et on a établi notre nouveau guide. Alors, il y avait beaucoup de travail et ce qui était vraiment remarquable, d'après moi en tout cas, c'est qu'on l'a fait tout en demandant à nos employés de déménager à la maison pour travailler. Alors, il y a environ, 90 des gens qui ont travaillé de la maison, très rapidement, ils ont travaillé, virtuellement, ils ont travaillé de façon productive. Alors, j'aimerais vraiment féliciter, tous les employés d'être aussi souples et l'équipe de la TI pour que ça fonctionne bien et je vais vous partager un peu plus, comment ces changements nous ont rendus un peu plus productifs et efficaces et ça menait à une expérience plus positive pour nos clients aussi. Aussi, au début du mois d'avril, le gouvernement avait annoncé un report de l'évaluation des tarifs et on allait faire, tout ce qu'on pouvait pour aider les entreprises. Alors, on était très heureux de pouvoir, jouer un rôle. On a aussi pu, repenser le service à la clientèle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment afin de tirer profit de la technologie et de maintenir les services à la clientèle pour, certains traitements? Et ce qui nous a vraiment surpris, c'est que pour nos centres de réadaptation à Grande Bay, parce que très franchement, notre modèle de service là-bas était axé sur le fait que les clients allaient venir à Granby. Ils passaient de 4 à 5 jours par semaine, et parfois c'était pendant 6 semaines à la fois et c'était, des soins à ce centre et bien que ce modèle, était très bien, c'était difficile pour les clients qui vivaient dans le nord de la province, par exemple, où ils devaient se déplacer et s'éloigner de la maison et parfois, c'était difficile pour eux de communiquer dans la langue, de leur choix
et ils devaient rester dans des hôtels, pendant quelques jours et ainsi de suite, mais l'équipe, a essayé de se dire: «Les soins virtuels, existent, essayons d'en profiter». Alors les physiothérapeutes, l'ergothérapeute, le personnel infirmier et toute l'équipe, en collaboration avec, la TI s'est dit: «Comment peut-on continuer à soigner nos clients de manière novatrice?» Et le client que vous voyez au centre de cette diapo et ça, c'est au nord-est de la province. Lui, il, participait, à des soins au centre de réadaptation et on s'est dit, «Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut établir, une séance de réadaptation dans son garage, dans sa maison?» Et sa physiothérapeute, le regardait par vidéo et lui donnait de la rétroaction et il a pu poursuivre son programme et c'était l'une de nos histoires de réussite, plus tôt. On s'est inspiré de ce cas et maintenant tous les soins sont pratiquement virtuels. On s'efforce de faire mieux tous les jours et c'est vraiment une très belle histoire de réussite. Encore une fois, c'est mieux pour les clients, ça réduit nos coûts aussi et nous sommes, très heureux du dénouement de cette histoire. Les gens nous ont aussi demandé qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la COVID-19. Il a été très chanceux dans la province, parce qu'il y a eu, très peu, de réclamations présentées, en raison de la COVID-19. Il y a, quelques réclamations qui sont en cours, mais on en a seulement accepté 2 plus tard. C'était des réclamations reliées aux soins de santé dans la région du nord de la province. Pourquoi si peu de cas? Eh bien, je ne pense pas, qu'il y a, de la magie. C'est qu'on a été, chanceux en raison de notre géographie. On est entouré, d'eau, par la moitié de la province et ensuite, les mesures, qui ont été prises très tôt par le gouvernement, la fermeture des frontières, des écoles et par-dessus tout ça, il y a aussi eu une réaction positive des Néo-Brunswickois et des entreprises, et des travailleurs. Ils se sont assurés que ces mesures contrôlées étaient en place et ce que moi j'ai reçu des autres, comment peut-on y arriver et ainsi de suite. Les autres voulaient s'assurer qu'ils, procédaient bien et tout ça, ça nous a permis d'avoir de très bons résultats dans le monde. Et là, il y a un élément de sécurité ici. Il n'y a pas, de données vraiment d'alias, graphiques, c'est seulement pour illustrer cet exemple. La santé publique s'attend à une deuxième vague de la COVID-19, à l'automne 2020. Si vous regardez sur votre écran, c'est le deuxième pic orange. Alors le premier pic orange était en mars-avril-mai cette année et le deuxième pic, c'est ce qui pourrait se produire à l'automne et ce pic vert, c'est là pour illustrer qu'en quelque temps pendant l'automne et l'hiver, il y a aussi la grippe saisonnière et cette ligne bleue, ça indique qu'il y a d'autres maladies respiratoires saisonnières qui pourraient survenir au cours de l'hiver. Alors, tout ça, c'est là pour nous dire qu'il va y avoir ces éléments qui vont se chevaucher. Alors, pour le masque, c'est vraiment important de porter, le masque, alors, c'est pour protéger, les autres, mais c'est aussi, des mesures de protection, générale. Et pour la distance sociale, il faut garder ça en tête. C'est très important. Il ne faut pas être, complaisant. Les Néo-Brunswickois se disent: «Oui, nous avons traversé, cette période, mais vous savez, ça peut revenir et si, on laisse tout ça venir hors contrôle et bien, ça pourrait revenir nous hanter». J'aimerais aussi dire que le vaccin contre la grippe, c'est important, aussi. Quand je pense à l'autre diapositive, la COVID-19, si elle nous frappe en même temps que les autres grippes, vous savez, les symptômes sont assez semblables. Alors, plus les gens vont
prendre leur vaccin contre la grippe et éviter cette grippe, eh bien, les travailleurs de soins de santé n'auront pas déterminé si c'est un cas de COVID ou si c'est la grippe saisonnière. Alors, ce sera bien mieux pour notre système de soins de santé public. Alors, on essaye d'encourager les gens à porter leur masque, à maintenir une distance physique convenable, se faire vacciner contre la grippe et rester vigilant. Alors, maintenant, avant de passer aux résultats de 2019, j'aimerais, réfléchir à ce qui s'est passé au cours des, 2 dernières années. Alors en 2017, le gouvernement avait demandé à un groupe de former un groupe de travail sur le travail sécuritaire et ils ont aussi demandé à la vérificatrice générale de mener une vérification sur l'optimisation des ressources. Et aussi au sujet de la gestion. Lorsque je me suis joint à l'organisation en mars 2016, c'était un très bon moment parce que peu de temps après, le groupe de travail a rendu son rapport en juillet 2018 et la vérificatrice générale a rendu son rapport en juin de cette année et ça nous a aidé à justifier, notre changement et le processus de changement a été lancé plus tard en décembre. Alors, on a pris des recommandations clés du groupe de travail et on a apporté des changements à la loi qui étaient essentiels et c'était pour, maîtriser certains coûts et on a dû apporter certains changements afin d'assurer la viabilité financière. Et on a aussi pu améliorer, certaines prestations que Mel avait mentionnées, par exemple, l'élimination, du, délai, sans être payé pendant 3 semaines, par exemple. Alors, voilà le début de notre programme en 2018 et aussi ça a formé le fondement de notre plan stratégique sur lequel nous avons travaillé en 2018 et qui a été approuvé en 2019. Et alors, plus tôt en janvier 2019, il y a eu le rapport de la vérificatrice générale sur notre, modèle de gestion et on a travaillé avec le gouvernement et on a été, chanceux parce que plus de projets de loi ont été, adoptés en juin cette année afin de mettre en œuvre d'autres recommandations du groupe de travail et en décembre, 2 projets de loi ont été adoptés, loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, la loi sur les accidents du travail et je vais vous révéler, des détails, plus importants là-dessus un peu tantôt et ensuite en 2020 et bien, comme vous le savez, c'était une année assez, différente. Il y a eu la COVID, il y a aussi eu un projet de loi qui a été adopté en juin, projet de loi sur les pénalités administratives. Alors voilà. Alors, 2019, il y a eu le groupe de travail, ministériel et il y a aussi eu, des, chevauchements qui ont été mentionnés, mais, tout ça, c'était, harmonisé. Ça nous a donné de bonnes recommandations sur notre manière, d'améliorer, les affaires et on met à jour, tout ça sur une base semi-annuelle pour qu'on puisse, voir, quelles sont les recommandations et quelles mesures ont été prises. Pour le groupe de travail, on a accepté les 28 recommandations et ces mesures législatives clés, c'était, vraiment pour l'établissement des tarifs. L'un des grands changements, c'était d'allonger la période d'amortissement jusqu'à 15 ans si c'était nécessaire, au cas où quelque chose, produisait avec le marché boursier et si notre fonds d'accident était, aussi, alors maintenant, on a la souplesse de prendre jusqu'à 15 ans et c'est aussi pour, s'assurer qu'on peut établir des politiques, avant il y a eu, des décisions du tribunal d'appel qui avaient été appliquées à tous les cas et on voulait s'assurer que cette autorité, relevait du conseil et aussi il y a aussi eu la loi sur l'hygiène et la sécurité, des améliorations sur le retour au travail et aussi, le rétablissement des travailleurs blessés et
La vérificatrice générale en a parlé aussi. La vérificatrice, générale a fait quelques commentaires et alors, c'était, ça, c'était vraiment une région où il fallait améliorer. On travaillait là-dessus, déjà et une troisième paire de yeux pourrait venir et examiner cela avec les experts, conseils et ça, c'était, très bénéfique et ils ont aussi utilisé ces recommandations alors qu'on transformait nos activités et on a passé, beaucoup de temps sur la gestion des réclamations et la réadaptation. Mais on passe, à tout ça. Alors dès que les réclamations sont déposées, quand pouvons-nous, prendre ces papiers, les numériser et aussi examiner tout ça le plus, rapidement possible, et l'inscrire au système pour que les gens puissent diagnostiquer, tout ça et déterminer les traitements le plus rapidement possible, pour que les gens commencent la réadaptation le plus rapidement possible et retournent au travail. The worker gets the best service. Alors, les travailleurs ont le meilleur service possible, l'employeur peut avoir les travailleurs nécessaires, les coûts sont contrôlés, on a des meilleures prestations. Et donc, on passe beaucoup de temps sur ce sujet en ce moment. Alors, on pensait qu'on pourrait faire beaucoup de travail bientôt, mais quand on s'est penché sur la question, on a trouvé qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire qu'initialement pensé. Alors, on a dû réajuster certaines de nos étapes et vous pouvez encore une fois trouver toute l'information sur notre site web. Beaucoup d'améliorations 2019-2020. On pense que ça va nous prendre 2 à 3 ans pour arriver où on veut en être, surtout quand on regarde à la fin le système de gestion des réclamations. Il faut remplacer un système qui existe depuis une trentaine d'années. Et donc, en ce moment, on travaille sur les définitions du modèle d'affaires, sur établir nos besoins. Ça va être un investissement considérable. Donc ensuite, nous travaillons aussi sur un plan stratégique approuvé par le conseil d'administration en 2019. Il y a 4 piliers. Tout d'abord, c'est établir une culture de sécurité avant tout. Ensuite, assurer un rétablissement efficace. Le 3e pilier, protéger la durabilité du régime. Et le 4e pilier, c'est de créer un lieu de travail qui s'engage à offrir des services de qualité supérieure. Alors, établir une culture de sécurité avant tout. Une des choses que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a un changement majeur dans notre organisation au cours de la dernière année. On avait les équipes de prévention qui sont maintenant indépendantes. Alors, au fil des années, elles avaient été ajoutées à certains autres groupes et on voulait que les équipes de prévention puissent travailler de façon indépendante et se concentrer à 100% sur la santé et la sécurité parce que c'est une partie intégrale et extrêmement importante de notre société. Si on peut prévenir les accidents, eh bien, il n'y a pas de blessures et c'est le meilleur résultat possible. Alors, ça a été un des changements principaux qui a été lancé en début de 2019. Et on peut déjà voir les répercussions de ce changement. Nous avons aussi vu des changements en matière de législation. Avant ces changements, on n'avait qu'1 an pour entamer des poursuites si l'accident était extrêmement grave. La plupart des autres provinces offrent un délai de 2 ans et la raison pour laquelle on est passé à 2 ans, c'est que parfois, un accident très grave a besoin d'une enquête assez longue à cause des complexités de la situation et nous pensions donc que c'était un changement nécessaire. Alors, on a prolongé le délai pour entamer des poursuites. Ensuite, les 3 prochains points, je vais en parler en plus de détails dans les prochaines diapositives. Lors de la réunion de l'année dernière, j'ai parlé d'un besoin de clarifier la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Nous trouvions que les devoirs et responsabilités d'un superviseur ou d'un gestionnaire n'étaient pas très clairs nécessairement dans la loi sur l'hygiène et la sécurité du Nouveau-Brunswick.
Nous avons parlé avec des superviseurs pour leur demander leurs opinions. Et parfois, certaines personnes disaient non, ce n'est pas mon rôle, mon obligation, ça revient à l'employeur et on doit montrer très clairement dans la loi que la loi donne des responsabilités aux superviseurs et à l'employeur. C'était troublant parce qu'on avait des personnes qui étaient des superviseurs et des gestionnaires qui pensaient que ce n'était pas leur responsabilité, alors que nous pensions que c'était leur responsabilité et qu'ils ne le savaient pas. Donc, nous avons mis la loi à jour en décembre 2019 pour refléter cela. Depuis, nous avons reçu beaucoup d'appels de la part d'entreprises et de personnes qui veulent en apprendre davantage sur la question. On essaie de faire beaucoup d'éducation sur la question. Et il y a des entreprises qui demandent l'aide de parties tierces pour aider à l'éducation entourant ces changements. Alors, on fait beaucoup de sensibilisation. C'est arrivé à point, en fait, parce qu'en 2018, il y a eu un accident mortel sur un site de construction à Fredericton. Un jeune ouvrier est décédé. Alors, nous menions enquête en vertu de la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Et ensuite, c'est la police qui a repris l'enquête. Et l'ont fait d'un point de vue du code criminel. Il y a quelques mois, il a été annoncé que l'employeur et le superviseur de la compagnie de construction avaient été accusés en vertu du code criminel. C'est exactement ce que nous voulions démontrer l'année dernière, c'est que les superviseurs et gestionnaires ont des responsabilités et ils doivent les connaître. Ils ne peuvent pas les ignorer. Et donc, en mars 2004, quand cette disposition est entrée en vigueur, on pensait beaucoup à l'accident dans les mines en Nouvelle-Écosse. Et il a fallu plus de 20 ans pour inscrire cette disposition au code criminel. Alors, les personnes qui étaient initialement accusées selon ce code, ça a pris du temps. Je pense que la première personne, ça s'est passé en 2012 après un accident très grave. Alors, on ne peut pas se dire que ça ne nous arrivera jamais. L'éducation et la sensibilisation sont évidemment nos priorités. Il y a un changement dans la façon dont on veut s'attaquer à la question de la prévention auprès des entreprises, des employeurs et des employés. On veut aller en amont des problèmes, on veut sensibiliser et on se concentre beaucoup sur cette question. Ensuite, quand ce n'est pas possible ou quand il faut pousser un peu plus, eh bien, on peut donner des ordres de conformité ou de suspension des travaux. Ça n'arrive pas très souvent. Les gens, souvent, se conforment. Puis, nous n'avons pas beaucoup parlé de pénalités administratives. Commentaire inaudible. On parle de pénalités peut-être de 100 $, de 500 $. Nous avons fait une proposition au gouvernement qui était appuyée par les entreprises, les employeurs, différents groupes et intervenants. Et nous sommes très heureux de voir que le gouvernement a accepté notre proposition et a adopté des lois qui reflètent notre position. Et finalement, j'aimerais aussi parler de ce qui a été fait du côté de la pêche commerciale. Le Nouveau-Brunswick est le seul endroit où les bateaux de pêche ne sont pas considérés comme un milieu de travail. Alors que dans d'autres provinces, les bateaux de pêche commerciaux sont du ressort de la loi sur l'hygiène et la sécurité du travail. Donc, nous avons fait beaucoup de travail sur ce front dans les dernières années. En 2018, 17 décès sont survenus dans l'industrie de la pêche commerciale au Canada.
Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce front. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation visant le port de vêtements de flottaison individuelle. Nous avons tenu différentes consultations et donc nous sommes confiants que à court ou moyen terme, nous allons pouvoir apporter des changements sur ce front. Qu'est-ce que tout ça signifie donc pour vous? Tout d'abord, il y a la question de la fréquence des blessures de temps perdu. On dit une fréquence de 1, ça veut dire qu'une personne sur 100 personnes en équivalent temps plein subit une blessure par année. Donc, ce qu'on voit auprès des personnes qu'on évalue, c'est qu'il y a une baisse année après année. Donc, on est maintenant à 1,3, ce qui est très bon. Puis, pour les employeurs tenus personnellement responsables, on était passé de 3,3 à 3,7 entre 2007 et 2018, mais maintenant, on est retombé à 3,0, donc c'est une baisse considérable. Puis ensuite, quand on regarde tous les employeurs combinés, on est au taux le plus bas sur 10 ans. Donc, on peut être très fier de ces résultats. On s'engage vraiment dans la bonne direction. Ensuite, accident mortel, évidemment, une baisse de 50%, c'est excellent, mais tout décès, tout accident mortel est insatisfaisant. On veut atteindre 0, alors que 2018 était un chiffre très élevé. Donc, on est déçu. On est assez satisfait d'aller dans la bonne direction, mais on voudrait vraiment atteindre le 0. Commentaire inaudible. Alors, on voit une baisse des statistiques dans le deuxième trimestre. Donc, ça pourrait peut-être être dû à la COVID-19. On essaie vraiment de comprendre les raisons et ce qui se passe. Mais on voit pour 2019 une baisse considérable de nos données. Encore une fois, ce n'est pas 0, mais pour le moment 2020, on en est à 3 et donc c'est un pas dans la bonne direction. Donc maintenant, passons à assurer un rétablissement efficace. Nous avons intégré l'obligation d'offrir une adaptation raisonnable à la législation. Cela faisait habituellement partie des législations sur les droits de la personne et c'était assez difficile à mettre en vigueur en matière d'indemnisation des accidents du travail parce qu'il fallait passer à travers la législation sur les droits de l'homme. Donc, ça pouvait prendre beaucoup de temps et on n'arrivait pas à agir assez rapidement. Il y avait aussi des modifications qui maintenant prévoient des pénalités administratives pour la non-conformité. Et donc, les changements signifient que maintenant, tout cela cadre avec les pratiques exemplaires. On essaie réellement d'aider les choses à bouger plus rapidement et d'offrir des services de qualité et plus rapidement. Ensuite, l'obligation d'offrir une adaptation raisonnable. On veut vraiment aider tout le monde à retourner au travail de façon rapide, mais aussi sécuritaire. Il faut que le travailleur blessé puisse participer. Ça prend l'employeur et ça prend aussi travail sécuritaire. Nous devons tous travailler ensemble. Avec ce langage, nous voulions amener tout le monde à la table et avoir pour objectif un retour au travail rapide. Les provinces qui ont un langage semblable dans leur législation ont beaucoup avancé sur ce front et ont fait des progrès considérables vers ces objectifs. Donc, on s'attend à une amélioration. Nous avons aussi apporté des changements à la loi pour veiller à ce que l'aide médicale offerte aux travailleurs se fonde sur les données probantes et soit conforme aux normes sur les pratiques de soins de santé au Canada. Donc, par le passé, la loi stipulait que l'aide médicale
serait fourni, il n'y avait pas de flexibilité. Alors, peu importe l'ordonnance, on devait payer pour. Donc, prenons une personne qui était diagnostiquée avec la COVID-19, par exemple, et je ne sais pas, on aurait pu faire une ordonnance de ce médicament contre la malaria dont on parle beaucoup aux États-Unis. Malgré le fait qu'il n'y ait aucune preuve que ça aide, si un médecin prescrivait cela, nous devions payer pour le médicament. Donc maintenant, ce doit être conforme aux normes sur les pratiques de soins de santé au Canada. Donc, quand on parle de médicaments expérimentaux, toutes ces choses, ça n'entre pas dans ces normes. Il y avait aussi la question du cannabis. Parfois, le cannabis à des fins de traitement est approprié. Il y a des données probantes et des cas où ce n'est pas le cas. Alors, c'est un autre changement qui ont été apportés. Voici maintenant quelques données concernant le rétablissement efficace. Nous avons eu des bons résultats et des résultats un peu moins bons. Le nombre moyen de jours pour des réclamations ouvertes, comme vous pouvez voir ici, 269 jours. C'est une augmentation, 9 mois en moyenne pour les réclamations ouvertes. Et c'est beaucoup. Parfois, on parle de stress post-traumatique ou on cherche des nouvelles façons de soigner les travailleurs qui souffrent de stress post-traumatique. C'est quelque chose qui pose un défi quand même. Et ça peut être vraiment incapacitant pour une personne d'être à la maison et de ne pas pouvoir interagir avec ses collègues. Ensuite, le nombre moyen de jours pour les réclamations fermées, on voit encore une augmentation. Idéalement, on voudrait une baisse, mais il y a beaucoup d'anciennes réclamations. Alors, ça s'explique, c'est normal. On est très satisfait du pourcentage de travailleurs qui sont retournés au travail dans un délai de 26 semaines et dans un délai de 2 ans. Alors, on a fait des améliorations l'année dernière. On essaie vraiment d'être les premiers de classe si on peut. On ne sait pas si on peut être les meilleurs au pays, mais on veut vraiment pouvoir se comparer aux autres provinces. Ensuite, le nombre moyen de jours entre la blessure subie et l'inscription de la réclamation. On a été assez déçus en 2019 parce qu'on avait apporté beaucoup de changements dans l'organisation. Et il n'y a pas d'excuse. Donc, on a une augmentation pour le nombre moyen de jours entre l'inscription de la réclamation et le premier paiement de 10 jours. On s'est repenché sur la question en 2020 et je peux vous dire que ce que vous voyez en gras en bas du tableau, soit 39, idéalement, on voudrait que ce soit 15. En date d'aujourd'hui, on se retrouve à 26, ce qui est où nous en étions en 2017. Alors maintenant, on a amélioré les processus aussi, plus besoin d'envoyer de fax. Tout peut être fait en ligne, on peut envoyer les documents par courriel, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et enfin, on espère que ça va aller mieux, mais selon la rétroaction qu'on a eue jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez garder à l'œil. Je pense qu'on a aussi des pamphlets et autres outils de sensibilisation qui vont être communiqués bientôt. On espère que ça va pouvoir améliorer ou accélérer le processus pour les travailleurs blessés afin qu'ils puissent obtenir leur traitement et aussi leur indemnisation. Et donc, on va avoir un processus plus rapide et simplifié. Protéger la durabilité du régime.
Alors ici, certaines lois étaient problématiques sans le vouloir, disons. Il y avait des conséquences non prévues. Il y a eu des changements en décembre 2018 qui ont permis des améliorations au cours de l'année 2019 et 2020. Par exemple, tout d'abord, il y a eu la clarification que le régime ne vise qu'à indemniser les travailleurs à la suite d'une blessure subie au travail ou d'une maladie professionnelle. For example, broken arm and was off work for a couple of months. And in that period, they were diagnosed with another health-related illness, but it was not work-related, that kept them from going back to work. Just the way the legislation was worded, we would have to continue and pay compensation until they could go back to work, and that wasn't the intent of workers' compensation. So we had that revised to make it clear that workers' compensation is for work-related injuries only. I spoke about the 15-year amortization period to address changes or unexpected changes in the valuation of assets. We're making a lot of internal changes, and we want to emphasize to our. OK. Alors, on voulait dire que lorsque on voulait s'assurer qu'il allait obtenir toutes les réclamations. Alors, parfois, c'est et aussi et on a alors c'est presque disponible dans toutes les provinces partout au pays, et si quelqu'un est en désaccord avec une décision prise par un arbitre, avant de l'envoyer à un tribunal d'appel indépendant, et aussi, j'espère qu'on pourra et si on a commis une erreur la prochaine fois, et peut-être qu'on pourra l'expliquer, et aussi on pourrait l'envoyer au tribunal d'appel. Alors, ce qui s'est passé en 2019, eh bien, il y avait un changement de 600 millions de dollars. Alors, vous pouvez voir que juste sous la souris, nous avons perdu 271 millions de dollars, et en 2019, nous avons gagné 312 millions de dollars. Alors, nos atouts ont augmenté à 1,6 milliard de dollars, et nos passifs ont diminué de 1,5 milliard de dollars à 1,525 milliards de dollars. Et tout ça, c'était attribuable aux changements législatifs qui ont eu lieu à la fin du mois de décembre en 2019. Et ces changements ont continué. Alors, notre position de financement, vous savez, ici, il y a tous ces passifs. Par exemple, en 2018, on avait dit qu'il y avait 1 milliard de dollars afin de payer tous nos coûts futurs, hein. Mais alors là, il y a un manque à gagner, et à la fin de 2018, on était seulement financé à 78 dollars. Alors, on avait 105 de financement. Alors, un petit aperçu là où on était à la fin du mois de juin. Alors, ça se passait quand même assez bien pour nous jusqu'à la 3e semaine du mois de mars, où il y a eu une baisse du marché. Je pense que c'était en juillet. Alors, en juillet, il y a eu un peu plus d'augmentation. Alors, on ne se tire pas trop mal d'affaires. On est quand même en deçà du 100%. Alors, ce graphique vous démontre là où c'est passé.
vous vous souviendrez peut-être de l'avoir déjà vu dans d'autres présentations. Et juste pour vous rappeler, ces barres rouges foncées, là où est ma souris, alors voilà où est le flux de trésorerie ou la liquidité qui est sortie de l'organisation l'an dernier afin de défrayer les prestations, c'est-à-dire les réclamations pour le temps perdu, les prestations médicales, y compris nos dépenses d'administration. Alors voilà toute la trésorerie pour l'année. Et là où on voit moins 71 en rose, ça c'est une réduction de nos passifs futurs. Comme vous pouvez le voir, lorsque la loi a changé en avril 2018, c'est là où nos coûts ont commencé à augmenter, la barre rouge, jusqu'à 223 millions de dollars. Alors voilà tous ces coûts supplémentaires. Mais cette année, ça s'ajoute à 600 millions de dollars en coûts supplémentaires dans une période de 4 ans. Alors, le plus gros changement en 2019, c'est qu'on n'a pas ajouté à nos passifs futurs. En fait, nous les avons réduits de 71 millions de dollars. Et du côté des recettes, ce vert foncé, ça, c'est l'argent qui a été remis à l'organisation par le biais de l'évaluation des employeurs ou des cotisations des employeurs. Oui, les coûts ont certainement augmenté, en 2018, c'était 71,4 millions de dollars. Alors oui, c'était 100 millions de dollars de plus, de coûts pour les employeurs partout dans cette province. Alors, c'était quand même une augmentation considérable. Et un autre élément qui a influencé les recettes, c'était la barre verte. Alors, ça, c'est le rendement sur l'investissement. En 2018, lorsqu'il y a eu cette baisse significative, eh bien, on a perdu 118 millions de dollars. Et en 2019, lorsqu'il y a eu un rendement sur l'investissement, nous avons gagné 41 millions de dollars. Alors, voilà la ventilation qui va nous démontrer tout ça. Alors, voilà comment il y a eu un changement des prestations. Alors, voilà des millions de dollars jusqu'en 2018 et les changements législatifs, là où se trouve ma souris. Mais le coût n'a pas commencé à augmenter tout de suite parce qu'il a fallu environ 1 an à prendre certaines décisions et à les mettre en œuvre. Alors, même si la loi a changé, on n'a pas encore vu les prestations jusqu'en 2015 et là, les coûts ont commencé à augmenter et ici, en 2017, c'est là où la décision a été prise d'établir un groupe de travail et la vérificatrice générale a mené sa vérification. Et là, on voit que les coûts augmentaient encore. Alors là, il y avait eu 32 millions de dollars par trimestre. Et là, on était à 40 millions de dollars et en 2018, c'était environ 42 millions de dollars. Alors voilà les renseignements lorsqu'il faut commencer à prendre des décisions au sujet des taux de cotisation. Alors, lorsque la commission a approuvé les taux en 2019, eh bien, c'était fondé sur ces données ici. Et vous vous souviendrez peut-être, en 2018, il y a eu un changement à la loi aussi. Et ensuite, la commission a annoncé une diminution des tarifs. Et c'est parce que le coût a commencé à diminuer et il y a eu une diminution en 2019. Alors là, les coûts commençaient à diminuer. Alors en 2019, lorsqu'on augmentait, lorsqu'on se penchait sur des tarifs, alors là, ici, on voit qu'il y a eu une diminution et 240, c'était un chiffre approprié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une plus grande diminution. Et ensuite, en 2020, là où on se trouve ici, on peut voir que le premier trimestre de cette année, eh bien,
C'est plus faible que ce que c'était au cours des dernières années et il faut vraiment prendre ces chiffres avec un grain de sel, parce qu'il y a eu des répercussions en raison de la COVID-19. Certains coûts sont influencés par des visites, aux hôpitaux, la facturation aux médecins et ainsi de suite et les gens n'ont pas pu prendre part à ces activités. Alors ce 33 millions de dollars pourrait être un peu plus faible, on est encore en train de déterminer tout ça. Alors on voit qu'il y avait eu un pic en 2019 et ça c'est en train de diminuer. Alors ça nous donne la gestion des coûts nécessaires afin de commencer à se pencher sur des taux de cotisation plus faibles et les avantages dont j'ai parlé plus tôt. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les taux de cotisation l'an prochain? Alors, on va vous révéler tous ces détails. Alors, on va vous parler des 5 dernières années et j'aimerais vous expliquer aussi, comment les cotisations sont établies. Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a le taux de cotisation moyen, provisoire pour tous les accidents. Alors, pour tous les accidents, il faut collecter assez d'argent qui va défrayer les coûts de traitement, de réadaptation et aussi le salaire perdu pour cette année, ainsi que toutes les autres années futures où ces blessures pourraient avoir une incidence sur ce travailleur. Alors, de 2015 à 2017, ce taux s'élevait à environ 1 et des sous. Et là, on a vu qu'il y a eu une augmentation jusqu'à 1,70 $. Et là, le coût a commencé à diminuer. Alors, le coût des accidents diminuait. Il y a aussi les coûts des liées à la santé et la sécurité au travail. Alors, c'est assez constant, environ 11 à 12 sous, par année. Il y a aussi, une obligation de payer le tribunal d'appel des accidents au travail et le défenseur des travailleurs et des employeurs et ça s'élève, à 3, 4 ou 5 sous et l'administration, générale. Alors ça reste assez constant. Il y a eu une diminution en 2018, parce qu'on a essayé de garder les taux de cotisation faibles. Nous avons pu réduire les frais administratifs. On s'est dit que les changements législatifs étaient, nécessaires et mais cette réduction n'était pas, viable pendant longtemps et il y a aussi eu la transformation des affaires au cours des 2 dernières années. Alors, voilà les coûts, généraux qu'on peut contrôler et ça nous aide à établir un taux de cotisation de base, 1,45 $ et 2,26 $ lorsque ça a commencé à augmenter et ensuite, ça a même augmenté, à 2,26 $. Alors voilà ce qui est annoncé à la fin du mois de décembre tous les ans. Alors pourquoi il y a eu cette différence? Eh bien, y a-t-il assez d'argent à la banque pour payer toutes nos factures futures? Et si on examine cette ligne, c'est la cible, alors on établit une cible. Combien de pourcentage en deçà des passifs? Combien d'atouts sont nécessaires comparativement au passif? On veut 110%, alors un coussin de 10%, ou si en 2020, il y avait une recommandation de l'ancienne, commission qui voulait un coussin de 15%. Alors, il fallait établir une cible de 115%. Alors, lorsqu'on se penche sur les années, 2015, 2016, 2017, on avait un excès, on avait trop d'argent en banque. On avait beaucoup d'argent parce que le marché boursier allait très bien et il y avait de très bons rendements sur l'investissement. Alors, voilà tout l'argent supplémentaire qu'on avait et c'était en deçà de notre cible. En vertu de notre politique, il fallait réduire le taux par ce montant. Et encore une fois, cette politique, s'était amortie sur une période de 8 ans. Alors pendant cette période, un crédit nous a été, donné. Alors c'était
un crédit de 24 sous, par exemple. Alors, on payait 1,45 $ et là, moins 0,24 $, on obtenait 1,21 $. Alors, ça fonctionnait très bien lorsque le marché boursier allait mieux et qu'on contrôlait mieux nos coûts. Mais ensuite, en 2019 et en 2020, lorsque la situation a été inversée, il y avait eu une augmentation des dépenses et on n'avait plus d'argent de réserve en banque. On avait même un manque, mais on avait quand même notre cible de 110 et il fallait récupérer cet argent sur une période de 8 ans. Alors, au cours de l'année précédente, il y avait un crédit de 0,39 et aussi une surcharge. Alors, ça nous a donné un taux de cotisation de 2,65 € et c'était la même chose l'an dernier. On avait un taux de base et là, on a pu passer à 2,40 $. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le 2020-2021? Alors, en ce moment, nos coûts ont continué à diminuer, comme j'ai déjà mentionné. Alors, nos taux d'accident, il nous reste encore du travail à faire pour les taux actuels, mais ça s'élève à 1,33 $ à 1,38 $, comme j'ai mentionné. C'est coûts liés à la santé et la sécurité au travail. Le tribunal d'appel des accidents au travail et l'administration générale, tous ces frais sont restés assez stables. Transformation des affaires, eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, on a été un peu trop agressif plus tôt. On s'est dit qu'on pourrait vraiment s'occuper de cette transformation plus tôt et là, on a un petit retard. Alors, on a déjà mis de l'argent de côté pour la transformation et on n'a pas besoin de collecter plus d'argent pour la transformation des affaires. On a assez d'argent en réserve ou on aura assez d'argent d'ici la fin de cette année. Alors, c'était adéquat pour nous de faire descendre ça à 0 $. Alors, notre taux de base va passer de 2,05 $ à 1,82 $ à 1,89 $. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer à notre insuffisance? On a amélioré le niveau de capitalisation. On a 163,5 millions de dollars pour défrayer tout ça. On a une cible de 115 mais il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu. On en a parlé au conseil. On s'est dit qu'est-ce qui va se passer avec le marché boursier et un autre facteur dont je n'ai pas encore parlé et je vais en parler brièvement maintenant. C'est assez complexe et je vais devoir en parler un peu plus tard. Mais il y a un changement au niveau de la comptabilité qui va avoir une incidence sur toutes les compagnies d'assurance en Amérique du Nord, mais surtout au Canada. Et c'est ce qu'on appelle ILFSS. Et je ne me souviens pas de l'acronyme et qu'est-ce que ça signifie, mais ça a une plus grande incidence sur les réclamations pour les travailleurs. Et on essaye toujours de déterminer quelles seraient les répercussions sur nous. Mais ça change la manière dont il faut enregistrer nos passifs. Alors, cette règle va être en vigueur en janvier 2023. Alors, nous avons nos firmes de comptables qui sont en train de nous aider pour essayer de déterminer qu'est-ce que ça signifie. Mais on a mis une note à nos états financiers cette année pour dire que ça pourrait avoir une incidence. On essaie de déterminer tout ça et on ne pouvait pas formuler plus de conseils à ce sujet. On essaie de recueillir plus de renseignements. Alors, ils ont adopté une approche prudente pour le moment et c'est une approche conservatrice. Alors, en ce moment, l'orientation, c'est d'établir un taux de 2,15 à 2,22. Et la manière dont ça fonctionne maintenant, c'est qu'il va y avoir une autre rencontre avec le conseil d'administration à la mi-septembre ou à la fin septembre. Alors, on va avoir plus de renseignements à ce niveau-là et on va annoncer le taux final à ce moment-là. Alors,
qu'est-ce qui va se passer vers la transformation? Nous avons 3 programmes, l'expérience du client, l'expérience de l'employé et l'expérience de l'entreprise. Alors, on essaye d'améliorer tout ça. Et l'expérience du client, c'est probablement ce qui est le plus important. Alors, comme vous le savez, il y a un monopole pour toutes les entreprises. Et s'il n'y a pas de concurrence, notre tendance naturelle, c'est d'établir des règles qui sont faciles pour l'organisation à l'interne. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que on essaie de déterminer toutes les procédures et on se dit comment ça se passe pour l'employé et on s'est dit comment ça va se passer du point de vue du client. Oh, pardon. Et ensuite, l'expérience de l'employé et ainsi de suite. Il y a bien des choses qu'on essaie d'améliorer. Et ensuite, l'expérience de l'entreprise. Comment pouvons-nous mieux nous servir de la technologie? Il y a certains systèmes que nous avons en ce moment. On va essayer de déménager ça vers le nuage. On passe à des services, organisés par des, tierces parties. Alors on se dit, quels sont les meilleurs systèmes, dont on pourrait tirer profit, des systèmes efficaces, abordables et qu'est-ce que nous pouvons faire? Components of our transformation. Alors, regard vers l'avenir. Les cotisations, la période va fermer au mois d'août. On est assez content parce que les paiements pour juin et juillet sont rentrés sans aucun problème. Alors, on était vraiment ravis que ça soit bien passé. Et le taux d'intérêt retournera à ce qu'il était avant les cotisations reportées, soit le taux de la banque plus 3%. Nous nous penchons aussi sur les règlements en matière d'hygiène au travail, par exemple, les gaz, l'amiante, etc., tout ce qui a à voir sur l'hygiène au travail. Et certaines lois sont vraiment désuètes, et ce depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il est grand temps de les mettre à jour. Ça représente beaucoup de travail pour notre équipe de prévention et nos hygiénistes du travail. Il y a beaucoup de documents à étudier. C'est un processus qui a déjà été enclenché avec le ministère du gouvernement responsable pour l'hygiène au travail. Alors, on peut s'attendre à ce que ces règlements soient mis à jour dans les mois à venir. Ensuite, il y aura aussi des consultations avec les importants portant sur les améliorations aux prestations versées aux travailleurs. On veut aussi avoir des consultations sur le salaire assurable maximum et aussi des changements potentiels sur le modèle d'établissement des taux de cotisation. Donc, je vous ai déjà expliqué les différentes composantes du taux. Et donc, pour l'administration, une partie de nos coûts sont fixes et une partie sont variables. Et en ce moment, les taux de cotisation sont alloués aux employeurs sur une base variable. Donc, même si on annonce que cette année, notre taux est 2,40 $, très peu des employeurs paient cela. Ça va de 52 cents à 7 $, et tout ce qui existe entre les deux. Et puisqu'elles sont allouées de façon variable, si vous payez un taux moins élevé, vous paierez moins des frais d'administration, disons. Alors que si vous payez un taux élevé, vous couvrez une plus grande partie des frais administratifs. Et donc, d'un point de vue de gestion, il est plus approprié que la portion fixe des frais administratifs, par exemple en matière de prévention ou ce genre de choses qui touchent tout le monde, devrait être une composante fixe. Et ensuite, la partie variable pourrait être variable pour les utilisateurs. Et donc, je crois que c'était tout. Nous pouvons maintenant passer aux questions et réponses.
Alors, merci. Nous avons reçu des questions pendant que vous parliez. Je pense que la première question porte sur la diapositive 27. Un instant, je vais aller la chercher. Diapositive 27. Oui, la voilà. Entre 2019 et 2020, commentaire inaudible. Il y a eu des problèmes en 2019 et 2020 avec la sécurité des hôpitaux. Comment travaille Sécuritaire NB? Commentaire inaudible. De façon générale, pour tous les employeurs, il faut traiter ou faire face aux problèmes de harcèlement au milieu de travail. Nous avons un devoir de travailler avec les employeurs, employés, syndicats, etc., pour voir si les processus fonctionnent et s'ils ne fonctionnent pas, ce qui peut être fait de façon collective pour les aider à améliorer ces processus. Alors, c'est certainement un sujet dont on parle depuis longtemps, mais il faut maintenant passer au geste. À l'interne, nous avons identifié cela comme une question où qu'on devrait prioriser un peu plus. Bon, c'est facile de dire qu'il faut émettre une ordonnance, mais c'est une autre chose de penser à la solution qui devrait être mise en place. Je pense que pour nous, la première étape serait de travailler avec les intervenants concernés et arriver à une entente ou un terrain d'entente où on comprend quel est le problème et quelles étapes pourraient être entreprises pour résoudre le problème. Merci. Un rappel à tous nos participants. Si vous envoyez vos questions écrites à l'opérateur, je vais pouvoir la lire. Commentaire inaudible. Alors, si je comprends bien la question. Alors, dans d'autres juridictions, ce n'est pas tout le monde qui a une autorité qui est responsable de la santé et de la sécurité et des inspections, par exemple. Dans d'autres provinces, ça peut être du ressort ou de l'autorité du gouvernement. Alors, je ne sais pas si on peut comparer réellement, si on peut réellement faire ces comparaisons. Dans d'autres juridictions, on investit dans la formation. Eh bien, je sais que nous travaillons en étroite collaboration avec la Couronne et il y a des personnes au bureau de la Couronne qui s'y connaissent beaucoup en hygiène et sécurité au travail. Alors, la police, d'habitude, ne s'implique que si c'est une question criminelle. Alors, pour ajouter à cette question, pourquoi n'ont-ils pas été impliqués dans l'enquête suivant le décès d'un travailleur sur le pont? Je ne pourrais pas fournir de commentaires. Parfois, il y a des facteurs qui font passer de violations de santé et de sécurité au travail à une affaire criminelle. Je ne sais pas si ces critères sont réellement communiqués au public. Passons à la prochaine question. 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 Passons à
Alors, je suis déçue de voir que les employeurs sont les seules parties prenantes qui tirent des avantages au lieu de voir une augmentation des indemnisations ou prestations pour les travailleurs accidentés. Alors, tout d'abord, il y a le salaire assurable maximum qui est un facteur. Il y aura des consultations sur le sujet bientôt avec le conseil d'administration. De plus, nous discutons d'autres sujets desquels je ne peux pas parler en ce moment puisque les discussions sont toujours en cours. Mais nous parlons beaucoup de ce sujet au conseil d'administration et il faut établir un équilibre entre les coûts et les prestations. Et vous pouvez être assuré que nous en parlons à chaque réunion alors que les taux diminuent, comment augmenter les indemnisations et prestations. Nous regardons aussi ce qui se fait dans d'autres provinces et territoires et nous essayons de rester, disons, comparables. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait ajouter. Alors, beaucoup d'entre vous sauront, notre conseil inclut une représentation égale de représentants des employés et de représentants des travailleurs. Des employeurs, pardon. Alors, lorsque je faisais partie du conseil d'administration, j'ai remarqué qu'on avait mentionné que dans d'autres provinces, les prestations sont considérablement meilleures et les primes aussi. Le conseil comprend qu'une de nos missions principales, en effet, est d'améliorer la rapidité du retour au travail pour les travailleurs accidentés. Et cela a plusieurs avantages pour les employeurs, mais ça nous permet aussi d'augmenter les prestations. Le conseil se concentre beaucoup sur cette idée du retour au travail rapide. Et c'est pourquoi, grâce à l'aide que nous avons reçue de la part du gouvernement, nous avons vu des réformes législatives au cours de l'année dernière qui sont là pour aider et encourager les employeurs à retourner au travail et aussi pour aider et encourager les employeurs à ramener leurs employés. Donc, nous sommes très conscients de l'importance de ce sujet et nous travaillons sur cette question pour augmenter les prestations et réduire les coûts. Merci. Il pourrait y avoir une deuxième vague de COVID-19 en automne. Quels seront, selon vous, les impacts sur les travailleurs et le marché de l'emploi? Alors, évidemment, c'est une question difficile. Nous prenons les choses comme elles viennent, par semaine, par mois. J'ai dit à mon propre personnel qu'ils allaient probablement devoir travailler en télétravail jusqu'à décembre et on sait que chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui arrivent. J'écrivais justement à un des membres de mon personnel aujourd'hui quand il m'a demandé quoi faire puisque les commissions scolaires leur demandent d'aller reconduire leurs enfants à l'école à cause des restrictions portant sur les autobus scolaires. Et donc, j'ai dit qu'on allait tout simplement devoir trouver une solution, faire preuve de flexibilité. Et nous devons tous comprendre qu'il faudra trouver des solutions au fur et à mesure que la situation évolue et que les problèmes surviennent. Quand j'ai parlé au gouvernement, à la sécurité publique, à la santé publique, sur le sujet de la COVID-19, eh bien, ce qui en ressort, c'est que si on garde des mesures de contrôle en place et qu'on fait les choses qu'on devrait être en train de faire, oui, il y aura une deuxième vague, mais je suis assez optimiste que la vague ne sera pas telle qu'il faudra complètement confiner la province. Donc, il pourrait y avoir certaines restrictions dans certains endroits, mais si tout va bien, on n'aura jamais retourné au confinement qu'on avait en avril. Pourriez-vous expliquer les changements aux politiques? Commentaire inaudible.
Eh bien, si on parle d'allocation de soins, il y a eu des changements qui signifient qu'on doit signaler les prestations de façon différente dans les documents des impôts. Il faut signaler les indemnisations reçues par un individu. Donc, on doit signaler toute perte de revenus ou tout ce qui touche au revenu. Donc, les choses qui pourraient être exclues du revenu sont, par exemple, les dépenses médicales admissibles. Il y a une liste de ce qui est considéré comme une dépense médicale admissible. Ensuite, quand il est question d'allocation des soins, si on donne à quelqu'un les fonds d'offrir des soins, c'est une forme de revenu. Ça peut être un revenu qui est ensuite dirigé vers un prestataire de soins tiers ou à une autre personne qui devrait le déclarer dans ses impôts comme un revenu. Alors, il y avait certaines déficiences à ces égards parce qu'on n'obtenait pas de reçu pour ces questions. Mais en réalité, si l'argent, on veut savoir où ces fonds sont alloués et il faut des reçus. Ce n'est pas de l'argent gratuit, ce sont des revenus et donc il faut que ce soit compilé de façon appropriée et que ce soit inclus au revenu. Alors, ça fait partie des changements que nous avons apportés parce qu'on n'était pas conforme aux normes de l'Agence de Revenu Canada. Alors, ce n'est pas imposable, mais ça a un impact sur le revenu. Et ça aura un impact sur l'admissibilité à certains bénéfices. Par exemple, des régimes d'assurance médicale. Mais bref, nous devons suivre la loi. Et c'est un changement difficile, évidemment, pour plusieurs personnes parce qu'on change notre façon de faire. Ce n'est pas ce à quoi on est habitué, mais on n'a pas le choix. Il faut se conformer. Alors, j'espère que ça a répondu à la question. Le projet de loi 43 de 2020, est-ce que les pénalités associées à la loi sur l'indemnisation des accidents du travail, est-ce que les pénalités sont associées à la loi sur l'indemnisation des accidents du travail? Si oui, quelles sont les enfreintes, les infractions à la loi et pénalités associées? Ah, d'accord, pour la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. C'est pour la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Un instant. Je mélange souvent les chiffres. La loi vient d'être adoptée et permettra d'introduire des pénalités. Un instant. Pénalités administratives pour la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail à l'écran. Donc, comme je l'ai mentionné, l'éducation et la sensibilisation est toujours notre premier choix. Nous voulons que tous puissent comprendre quelles sont leurs responsabilités. La plupart des gens vont le faire. Si ce n'est pas possible, on passe ensuite aux ordonnances écrites. Si après l'ordonnance, on continue à voir des pratiques ou comportements qui enfreignent la loi, ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est émettre une pénalité. Ces pénalités pourraient être dirigées vers un travailleur individuel, un superviseur ou le propriétaire de l'entreprise. Pour un individu, les pénalités peuvent être de 100 à 500 $. Pour un superviseur, je crois que c'est de 500 à 2500 $, je crois. Puis pour un propriétaire, on commence à 1000 $ et ça peut aller jusqu'à 5000. Donc, en fait, nous avons repris ce que la Nouvelle-Écosse a déjà. Mais ce n'est pas une activité qui est censée faire de l'argent.
On espère ne jamais avoir à émettre des pénalités. Ce qu'on a trouvé, c'est que si on montre la loi aux personnes impliquées, on dit si vous ne faites pas ça, vous pourrez avoir une pénalité financière, eh bien, on voit que souvent, la personne est beaucoup plus heureuse de coopérer et de changer ses pratiques. Voilà, je pense que c'était la question des pénalités administratives. Ce n'est pas encore entré en vigueur pour le moment. Je crois que ça va être annoncé dans les mois à venir, peut-être en automne, mais la loi a été adoptée. Il y a encore un peu de temps pour que tous puissent comprendre ce qui se passe, mais l'entrée en vigueur n'est pas encore définie. Minto. Is that considered a vehicle? Alors, est-ce que ça, c'est considéré comme un accident sur les lieux de travail ou un accident de véhicule? C'était un accident à Minto. Alors, ça, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Alors, la présentation mentionne aussi que le modèle de taux de cotisation devrait changer pour avoir une portion équitable des coûts de partage. Est-ce que ça implique que les employeurs vont contribuer davantage à l'avenir? Non, ça ne va pas rien changer. Ah, je vais essayer de trouver la diapositive ici. Dans cette composante de l'élément d'administration, alors, ce en dessous et ce en dessous, ça équivaut 50 sous. Ça ne va pas changer. Tout ce que je dis, c'est qu'en ce moment, c'est distribué aux employeurs sur un modèle de coût variable. Et aussi, alors, il y a une plus grande composante ici qui est variable parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des employeurs qui vont payer environ, alors, ils vont avoir une petite partie de ça. Et si quelqu'un paye 31 de cotisation, au lieu de payer 50 sous, ils vont peut-être payer 1,50 ou 1,64 $. Alors, est-ce qu'il faut examiner comment on distribue nos coûts administratifs? Alors, ça sera distribué d'une autre manière. Est-ce que vous pourriez nous parler du calendrier à venir pour les séances de consultation à venir? Eh bien, en ce moment, je suis en train de parler de tout ça. Alors, et j'aimerais bien que ce soit en place. Alors, et alors ce sera un processus un peu plus long. Alors, merci beaucoup. Alors, voilà la fin de nos questions. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Eh bien, sinon, ce sera la fin de la période des questions. D'accord?
Eh bien, j'aimerais remercier, tout le monde, de votre, participation. Nous avons, plus de personnes, qui se sont, inscrits à cette présentation, virtuelle que la présentation en personne au cours des dernières années. Alors j'espère que c'était, assez, commode. Sur ce, j'aimerais remercier les employeurs et les, employés qui ont travaillé avec nous. C'était vraiment une période, intéressante. Alors, j'aimerais vraiment les remercier de nous, avoir, aidés. Est-ce que vous avez, un mot de la fin? Eh bien, j'aimerais vous remercier ainsi que tous les employés de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick. Le conseil a la chance de se réunir virtuellement ces jours-ci, mais c'est vraiment vous et des centaines d'employés de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, surtout, au cours des derniers mois. Eh bien, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir gardé nos employés en sécurité et j'aimerais, vous, remercier, d'avoir participé à cette rencontre virtuelle. D'accord, merci, beaucoup à tous et au revoir.